L'île du docteur Moreau par H. G. Wells. Chapitre 9. Les monstres. Je m'éveillais de très bonne heure, ayant encore clair et net à l'esprit l'explication de Moreau. Quittant le hamac, j'allai jusqu'à la porte m'assurer que la clé était tournée. Puis je tirai sur la barre de la fenêtre que je trouvai fixée solidement. Sachant que ces créatures d'aspect humain n'étaient en réalité que des monstres animaux de grotesques parodies d'humanité, j'éprouvai une inquiétude vague de ce dont ils étaient capables. Et cette impression était bien pire qu'une crainte définie. On frappa à la porte, et j'entendis la voix glutinante de Hemling qui parlait. Je mis un des revolvers dans ma poche, gardant l'autre à la main, et j'allais lui ouvrir. « Bonjour, monsieur, » dit-il, apportant avec l'habituel déjeuner d'herbe bouillie un lapin mal cuit. Montgomery le suivait. Son œil rôdeur remarqua la position de mon bras, et il sourit de travers. Le puma, ce jour-là, restait en repos pour hâter sa guérison. Mais Moreau, dont les habitudes étaient singulièrement solitaires, ne se joignit pas à nous. J'entamai la conversation avec Montgomery pour éclaircir un peu mes idées au sujet de la vie que menaient les bipèdes du navire. Je désirais vivement savoir, en particulier, comment il se faisait que ces monstres ne tombaient pas sur Moreau et Montgomery et ne se déchiraient pas entre eux. Il m'expliqua que leur relative sécurité à Moreau et à lui était due à la cérébralité limitée de ces monstres. En dépit de leur intelligence augmentée et de la tendance rétrograde vers leurs instincts animaux, ils possédaient certaines idées fixes, implantées par Moreau dans leurs esprits, qui bornaient absolument leur imagination. Ils s'étaient pour ainsi dire hypnotisés. On leur avait dit que certaines choses étaient impossibles, que d'autres ne devaient pas être faites, et ces prohibitions s'entremêlaient dans la contexture de ces esprits jusqu'à annihiler toute possibilité de désobéissance ou de discussion. Certaines choses, cependant, pour lesquelles le vieil instinct était en conflit avec les intentions de Moreau, se trouvaient moins stables. Une série de propositions appelées la loi, les litanies que j'avais entendues, bataillaient dans leur cerveau contre leur appétit profondément enraciné et toujours rebelle de leur nature animale. Ils répétaient sans cesse cette loi et la transgressaient sans cesse. Montgomery et Moreau déployaient une surveillance particulière pour leur laisser ignorer le goût du sang. Ils redoutaient les suggestions inévitables de cette saveur. Montgomery me conta que le joug de la loi, spécialement parmi les monstres félins, s'affaiblissait singulièrement à la nuit tombante. L'animal en eux était alors prédominant. Au crépuscule, un esprit d'aventure les agitait, et ils osaient alors des choses qui ne leur seraient pas venues à l'idée pendant le jour. C'est à cela que j'avais dû être pourchassé par l'homme léopard le soir de mon arrivée. Mais dans les premiers temps de mon séjour, ils n'osaient enfreindre la loi que furtivement et après le coucher du soleil. Au grand jour, il y avait, latent, un respect général pour les diverses prohibitions. C'est ici peut-être le moment de donner quelques faits et détails généraux sur l'île et ses habitants. L'île, basse au-dessus de la mer, avait, avec ses contours irréguliers, une superficie totale d'environ 8 ou 10 km². Elle était d'origine volcanique, et elle était flanquée de 3 côtés par des récifs de corail. Quelques fumerolles dans la partie nord et une source chaude étaient les seuls vestiges restants des forces qui avaient été sa cause. De temps à autre, une faible secousse de tremblement de terre se faisait sentir, et quelquefois, les paisibles spirales de fumée qui montaient vers le ciel devenaient tumultueuses sous des jets violents de vapeur, mais c'était tout. Montgomery m'informa que la population s'élevait maintenant à plus de 60 de ces étranges créations de Moreau, sans compter les monstruosités moins considérables qui vivaient cachées dans les fourrés du sous-bois et n'avaient pas forme humaine. En réponse à une question que je lui posai, Montgomery me dit qu'il donnait réellement naissance à des rejetons, mais que ceux-ci généralement ne vivaient pas, ou qu'ils ne prouvaient pas aucun signe avoir hérité des caractéristiques humaines imposées à leurs parents. Quand ils vivaient, Moreau les prenait pour leur parfaire une forme humaine. Les femelles étaient moins nombreuses que les mâles et exposées à 1000 persécutions sournoises, malgré la monogamie qu'enjoignait la loi. Il me serait impossible de décrire en détail ces animaux hommes. Mes yeux ne sont nullement exercés et malheureusement, je ne sais pas dessiner. Ce qu'il y avait peut-être de plus frappant dans leur aspect général était une disproportion énorme entre leurs jambes et la longueur de leur buste. Et cependant, notre conception de la grâce est si relative que mon œil s'habitua à leur forme, et à la fin, je fus presque d'accord avec leur propre conviction que mes longues cuisses étaient dégingandées. Un autre point important était le port de la tête en avant et la courbure accentuée et bestiale de la colonne vertébrale. À l'homme singe lui-même, il manquait cette cambrure immense du dos qui rend la forme humaine si gracieuse. La plupart de ces bipèdes avaient les épaules gauchement arrondies et leur court avant-bras leur battait les flancs. Quelques-uns à peine étaient visiblement poilus, du moins tant que dura mon séjour dans l'île.
Une autre difformité des plus évidentes était celle de leur face, qui, presque toutes, étaient prognates, mal formées à l'articulation des mâchoires, près des oreilles, avec des nez larges et protubérants, une chevelure très épaisse, hérissée, et souvent des yeux étrangement colorés ou étrangement placés. Aucun de ces bipèdes ne savait rire, bien que l'homme singe ait été capable d'une sorte de ricanement babillard. En dehors de ces caractères généraux, leur tête avait peu de choses en commun. Chacune conservait les qualités de son espèce particulière, l'empreinte humaine dénaturée, sans le dissimuler, le léopard, le taureau, la truie, l'animal ou les animaux divers avec lesquels la créature avait été confectionnée. Les voix aussi variaient extrêmement. Les mains étaient toujours mal formées, et bien que j'ai été surpris parfois de ce qu'elles avaient d'humanité imprévue, il manquait à la plupart le nombre normal des doigts, ou bien elles étaient munies d'ongles bizarres ou dépourvues de toute sensibilité tactile. Les deux bipèdes les plus formidables étaient l'homme léopard et une créature mi-hyène et mi-porc. De dimensions plus grandes étaient les 3 hommes taureaux qui ramaient dans la chaloupe. Puis venait ensuite l'homme au poil argenté, qui était le catéchiste de la loi, Emling, et une sorte de satyre fait de singe et de chèvre. Il y avait encore 3 hommes porcs et une femme porc, une femme rhinocéros et plusieurs autres femelles, dont je ne vérifiais pas les origines. Plusieurs hommes loups, un homme ours et taureau, et un homme chien, du Saint-Bernard. J'ai déjà décrit l'homme singe. Il y avait aussi une vieille femme, particulièrement détestable et puante, faite de femelles d'ours et de renards, et que j'eus en horreur dès le début. Elle était, disait-on, une fanatique de la loi. De plus, il y avait un certain nombre de créatures plus petites. D'abord, j'éprouvais une répulsion insurmontable pour ces êtres, sentant trop vivement qu'ils étaient encore des brutes. Mais, insensiblement, je m'habituai quelque peu à eux, et d'ailleurs, je fus influencé par l'attitude de Montgomery à leur égard. Il était depuis si longtemps en leur compagnie qu'il en était venu à les considérer presque comme des êtres humains normaux. Le temps de sa jeunesse à Londres lui semblait passé glorieux, qu'il ne retrouverait plus. Une fois par an seulement, il allait à Arica pour trafiquer avec l'argent de Moreau, qui faisait en cette ville commerce d'animaux. Ce n'était pas dans ce village maritime de métis espagnols qu'il rencontrait de beaux types d'humanité, et les hommes, à bord du vaisseau, lui semblaient d'abord, me dit-il, tout aussi étranges que les hommes animaux de l'île l'étaient pour moi. Les jambes démesurément longues, la face aplatie, le front proéminent, méfiant, dangereux, insensible. De fait, il n'aimait pas les hommes, et son cœur s'était ému pour moi, pensait-il, parce qu'il m'avait sauvé la vie. Je me figurais même qu'il avait une sorte de sournoise bienveillance pour quelques-unes de ces brutes métamorphosées, une sympathie perverse pour certaines de leurs manières de faire qu'il s'efforça d'abord de me cacher. Emling, le bipède à la face noire, son domestique, le premier des monstres que j'avais rencontrés, ne vivait pas avec les autres à l'extrémité de l'île, mais dans une sorte de chenil adossé à l'enclos. Il n'était pas aussi intelligent que l'homme singe, mais beaucoup plus docile, et c'est lui qui, de tous les monstres, avait l'aspect le plus humain. Montgomery lui avait appris à préparer la nourriture et en un mot à s'acquitter de tous les menus soins domestiques qu'on lui demandait. C'était un spécimen complexe de l'horrible habileté de Moreau, un ours mêlé de chien et de bœuf, et l'une des plus laborieusement composées de ces créatures. Emling traitait Montgomery avec un dévouement et une tendresse étranges. Quelquefois, celui-ci le remarquait, le caressait, lui donnait des noms mi-moqueurs, mi-badins, à quoi le pauvre être cabriolait avec une extraordinaire satisfaction. D'autres fois, quand Montgomery avait absorbé quelques doses de whisky, il le frappait à coups de pied et de poing, lui jetait des pierres et lui lançait des fusées allumées. Mais bien au maltraité, Emling n'aimait rien tant qu'être près de lui. Je m'habituais donc à ces monstres, si bien que 1000 actions qui m'avaient semblé contre nature et répugnantes devenaient rapidement naturelles et ordinaires. Toute chose dans l'existence emprunte, je suppose, sa couleur à la tonalité moyenne de ce qui nous entoure. Montgomery et Moreau étaient trop individuels et trop particuliers pour que je puisse, d'après eux, garder, bien définies, mes impressions générales d'inhumanité. Si j'apercevais quelqu'une des créatures bovines, celle de la chaloupe, marchant pesamment à travers les broussailles du sous-bois, il m'arrivait de me demander, d'essayer de voir en quoi il différait de quelque rustre, réellement humain, cheminant péniblement vers sa cabane après son labeur mécanique quotidien, ou bien rencontrant la femme renard et ours, à la face pointue et mobile, étrangement humaine, avec son expression de ruse réfléchie, je m'imaginais l'avoir contrepassé déjà dans quelques rues malfamées de grandes villes. Cependant, de temps à autre, l'animal m'apparaissait en eux, hors de doute et sans démenti possible. Un homme laid, et selon toute apparence, un sauvage, aux épaules contrefaites, accroupi à l'entrée d'une cabane, étiré soudain ses membres, ébaillé,
montrant, avec une effrayante soudaineté, des incisives aiguisées et des canines acérées brillantes et affilées, comme des rasoirs. Dans quelques étroits sentiers, si je regardais avec une audace passagère dans les yeux de quelques agiles femelles, j'apercevais soudain, avec un spasme de répulsion, leurs pupilles fendues, ou, abaissant le regard, je remarquais la grille recourbée avec laquelle elle maintenait sur ses reins son lambeau de vêtements. C'est d'ailleurs une chose curieuse et dont je ne saurais donner de raison que ces étranges créatures, ces femelles, eurent dans les premiers temps de mon séjour le sens instinctif de leur répugnante apparence, et montrèrent, en conséquence, une attention plus qu'humaine pour la décence et le décorum extérieur. Mais mon inexpérience de l'art d'écrire me trahit, et je m'égare hors du sujet de mon récit. Après que j'eus déjeuné avec Montgomery, nous partîmes tous deux pour voir à l'extrémité de l'île la fumerole et la source chaude dans les eaux brûlantes de laquelle j'avais pataugé le jour précédent. Nous avions chacun un fouet et un revolver chargé. En traversant un fourré touffu, nous entendîmes crier un lapin. Nous nous arrêtâmes aux écoutes. Mais, n'entendant plus rien, nous nous remîmes en route et nous eûmes bientôt oublié cet incident. Montgomery me fit remarquer certains petits animaux rosâtres qui avaient des pattes de derrière fort longues et couraient par bonds dans les broussailles. Il m'apprit que c'étaient des créatures que Moreau avait inventées et fabriquées avec la progéniture des grands bipèdes. Il avait espéré qu'ils pourraient fournir de la viande pour les repas, mais l'habitude qu'ils avaient, comme parfois les lapins, de dévorer leurs petits, avait fait échouer ce projet. J'avais déjà rencontré quelques-unes de ces créatures la nuit où je fus poursuivi par l'homme léopard, et la veille, quand je fuyais devant Moreau. Par hasard, l'un de ces animaux, en courant pour nous éviter, sauta dans le trou qu'avaient fait les racines d'un arbre renversé par le vent. Avant qu'il ait pu se dégager, nous réussîmes à l'attraper. Il se mit à cracher, à égratigner comme un chat, en secouant vigoureusement son arrière-train. Il essaya même de mordre, mais ses dents étaient trop faibles pour faire davantage que pincer légèrement. La bête me parut être une jolie petite créature, et Montgomery, m'ayant dit qu'elle ne creusait jamais de terrier et avait des habitudes de propreté parfaite, je suggérai que cette espèce d'animal pourrait être, avec avantage, substitué au lapin ordinaire dans les parcs. Nous vîmes aussi, sur notre route, un tronc rayé de longues égratignures et, par endroits, profondément entamé. Montgomery me le fit remarquer. « Ne pas greffer l'écorce des arbres, c'est la loi, dit-il. Ils ont vraiment l'air de s'en soucier. » C'est après cela, je crois, que nous rencontrâmes le satyre et l'homme-singe. Le satyre était un souvenir classique de la part de Moreau, avec sa face d'expression ovine, sa voix pareille à un bêlement rude et ses extrémités inférieures sataniques. Il mâchait quelques fruits à cosse au moment où il nous croisa. Les deux bipèdes saluèrent Montgomery. « Salut à l'autre avec le fouet, firent-ils. Il y en a un troisième avec un fouet, dit Montgomery. Ainsi, gare à vous. Ne l'a-t-on pas fabriqué demanda l'homme-singe. Il a dit qu'on l'avait fabriqué. Le satyre m'examina curieusement. Le troisième avec le fouet, celui qui marche en pleurant dans la mer, a une pâle figure mince. Il a un long fouet mince, dit Montgomery. Hier, il saignait et il pleurait, dit le satyre. Vous ne saignez pas et vous ne pleurez pas. Le maître ne saigne pas et il ne pleure pas. La méthode Ollendorff, par cœur, railla Montgomery. Vous saignerez et vous pleurerez si vous n'êtes pas sur vos gardes. Il a 5 doigts. Il est un 5 doigts comme moi, dit l'homme-singe. Allons, partons, Prendick, dit Montgomery, en me prenant le bras, et nous nous remîmes en route. Le satyre et l'homme-sage continuèrent à nous observer et à communiquer leurs remarques. Il ne dit rien, fit le satyre. Les hommes ont des voix. Hier, il m'a demandé des choses à manger. Il ne savait pas, répliqua l'homme-singe. Puis ils parlèrent encore un instant, et j'entendis le satyre qui ricanait bruyamment. Ce fut en revenant que nous trouvâmes les restes du lapin mort. Le corps rouge de la pauvre bestiole avait été mis en pièces. La plupart des côtes étaient visibles et la colonne vertébrale évidemment rongée. À cette vue, Montgomery s'arrêta. « Bon Dieu !» fit-il. Il se baissa pour ramasser quelques vertèbres brisées et les examina de plus près. « Bon Dieu !» répéta-t-il. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» « Quelques-uns de vos carnivores s'est souvenu de ses habitudes anciennes, répondis-je, après un moment de réflexion. Ces vertèbres ont été mordues de part en part. Il restait là, les yeux fixés, la face pâle et les lèvres tordues. Ça ne présage rien de bon, fit-il lentement. J'ai vu quelque chose de ce genre, dis-je, le jour même de mon arrivée. Le diable s'en mêle alors. Qu'est-ce que c'était? Un lapin, avec la tête arrachée. Le jour de votre arrivée? Le soir même, dans le sous-bois, derrière l'enclos, quand je suis sortie. Avant la tombée de la nuit, la tête était complètement tordue et arrachée. Il fit entendre, entre ses dents, un long sifflement.
Et qui plus est, j'ai idée que je connais celle de vos brutes qui a fait le coup. Ce n'est qu'un soupçon pourtant. Avant de trouver le lapin, j'avais vu l'un de vos monstres qui buvait dans le ruisseau. En lapant avec sa langue? Oui. Ne pas laper pour boire, c'est la loi. Ils s'en moquent pas mal de la loi 1, quand Moreau n'est pas derrière leur dos. C'était la brute qui m'a poursuivi. Naturellement, affirma Montgomery. C'est tout juste ce que font les carnivores. Après avoir tué, ils boivent. C'est le goût du sang, vous le savez. Comment était-elle, cette brute demanda-t-il encore. Pourriez-vous la reconnaître? Il jeta un regard autour de nous, les jambes écartées au-dessus des restes du lapin mort, ses yeux errants parmi les ombres et les écrans de verdure, épiant les pièges et les embûches de la forêt qui nous entourait. Le goût du sang, répéta-t-il. Il prit son revolver, en examina les cartouches et le replaça. Puis il se mit à tirer sur sa lèvre pendante. Je crois que je reconnaîtrai parfaitement le monstre. Mais alors, il nous faudrait prouver que c'est lui qui a tué le lapin, dit Montgomery. Je voudrais bien n'avoir jamais amené ici ces pauvres bêtes. Je voulais me remettre en chemin, mais il restait là, méditant sur ce lapin mutilé comme sur une profonde énigme. Bientôt, avançant peu à peu, je ne pus plus voir les restes du lapin. Alors, venez-vous, criai-je. Il tressaillit et vint me rejoindre. Vous voyez, prononça-t-il, presque à voix basse, nous leur avons inculqué à tous de ne manger rien de ce qui se meut sur le sol. Si par accident quelque brute a goûté du sang. Nous avançâmes un moment en silence. Je me demande ce qui a bien pu arriver, se dit-il. J'ai fait une rude bêtise l'autre jour, continua-t-il après une pause. Cette espèce de brute qui me sert, je lui ai montré à dépouiller et à cuire un lapin. C'est bizarre, je l'ai vu qui se léchait les mains. Cela ne m'était pas venu à l'idée. Il nous faut y mettre un terme. Je vais en parler à Moreau. Il ne put penser à rien d'autre pendant le retour. Moreau prit la chose plus sérieusement encore que Montgomery, et je n'ai pas besoin de dire que leur évidente consternation me gagna aussitôt. Il faut faire un exemple, dit Moreau. Je n'ai pas le moindre doute que l'homme léopard ne soit le coupable. Mais comment le prouver? Je voudrais bien, Montgomery, que vous ayez résisté à votre goût pour la viande, et que vous n'ayez pas amené ces nouveautés excitantes. Avec cela, nous pouvons nous trouver maintenant dans une fâcheuse impasse. J'ai agi comme un imbécile, dit Montgomery. Mais le mal est fait, et puis, vous n'y avez pas fait d'objection. Il faut nous occuper de la chose sans tarder, dit Moreau. Je suppose, si quelque événement survenait, que Hemling pourrait s'en tirer de lui-même. Je ne suis pas si sûre que c'est là de Hemling, avoua Montgomery. J'ai peur d'apprendre à le mieux connaître.